La polémique grandit autour d'une note sanitaire en prévision de la prochaine visite présidentielle. Des informations non actualisées fournies aux journalistes du cortège présidentiel. Des erreurs qui passent mal auprès de certains élus guyanais. Nous y reviendrons. Opération de contrôle des pirogues entre le Suriname et la Guyane. C'était ce matin sur le fleuve Maroni, une opération conjointe de la PAF, de la douane et de la gendarmerie contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine à suivre dans ce journal. Enfin, une histoire de santé de 1950 à nos jours. L'Agence régionale de santé propose une exposition des archives photographiques d'événements comme l'arrivée de la sécurité sociale et des différentes crises sanitaires à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ces tranches d'information. Je vous le disais en titre, la polémique enfle autour d'une note sanitaire destinée aux journalistes de l'Hexagone qui feront le voyage avec Emmanuel Macron lors de sa première virée présidentielle sur le territoire guyanais. Voici quelques recommandations de cette note. Se protéger contre l'épidémie de Zika terminée depuis l'année dernière. Ne pas boire l'eau du robinet, pourtant traitée selon les normes sanitaires européennes. Les détails avec Jonathan Lariot. C'est sous la forme d'une liste que le bureau de la presse du président de la République dresse une note de conseil sanitaire à suivre pour ceux qui s'y rendraient pour son déplacement du 26 au 28 octobre prochain. Parmi les différents points abordés, les maladies vectorielles telles que le paludisme ou encore le chikungunya dans l'épidémie mentionnée dans le document n'est plus depuis déjà 1 an. Le document mentionne aussi en grande pompe la nature dangereuse des maladies à transmission alimentaire et va même jusqu'à conseiller de ne consommer ni l'eau du robinet, glaçons, légumes crus, poissons, œufs, dont ils ne connaissent pas la provenance, et même des viandes insuffisamment cuites. La baignade en eau douce aussi est proscrite, ainsi que le contact avec tout rongeur, au risque de morsure ou de maladie. Un communiqué qui aura fait l'effet d'une bombe. La réaction de plusieurs élus du territoire ne s'est pas fait attendre. David Richer, président de l'association des maires, lui n'y va pas de main morte et dénonce une note qu'il estime pleine de préjugés. Le président de l'association des maires ne peut que déconseiller la visite de notre territoire à ceux qui par préjugés le craignent. Notre penchant extrême pour le respect mutuel et la dignité humaine ne peut souffrir du rapprochement avec des temps odieux, celui du colonialisme. Quelques heures plus tard, l'Élysée s'excuse de son erreur et décrit son communiqué comme n'étant pas actualisé, sans pour autant donner plus de détails. Le président de la République devrait atterrir en Guyane le 26 octobre pour un séjour de 2 jours. Si le programme de sa visite est encore en construction, manger et consommer local ne semble pas en faire partie. Et la phrase du jour est celle d'Antoine Karam, le sénateur de la Guyane, s'est dit profondément scandalisé par les conseils sanitaires de l'Élysée aux journalistes hexagonaux. Antoine Karam a d'abord réagi sur les réseaux sociaux avant de publier un communiqué de presse. Pour en parler ce soir, notre invité est Gabriel Serville. Bonsoir, député. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que pensez-vous de cette polémique autour de cette note sanitaire? Je voudrais d'abord condamner l'existence même de cette note, mais dire qu'en même temps, je ne suis pas étonné parce que ça participe de ce regard totalement déphasé que Paris peut porter sur la Guyane et que nous dénonçons en permanence. Je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir de l'affliction, de l'affectif, pour passer dans la riposte et puis dire chiche au président de la République. Si je mets de côté les aspects exotiques, se baigner dans les criques, éviter les animaux, etc., il y a un élément qui m'interpelle, c'est la consommation de glaçons, c'est la consommation de l'eau du robinet, qui est une eau qui est contrôlée. Et je considère aujourd'hui que si on peut dire que cette eau n'est pas potable, c'est parce qu'il y a des responsables qui n'ont pas correctement fait leur boulot. Et donc je dirais au président de la République, il faudrait qu'il rappelle à l'ordre ceux qui ont failli, ou alors éventuellement qu'il les limoge, pour entrer dans la dynamique de ce qu'a préconisé la ministre des Outre-mer, qui prétend qu'il faut mettre des experts au service de la Guyane, parce que la Guyane en a parfaitement besoin. Mais ça pose aussi d'autres questions, telles que la question des normes, parce qu'aujourd'hui, des Guyanais consomment l'eau du robinet, et je n'ai jamais entendu dire que l'un d'entre eux en soit décédé. Donc ça veut dire que nous avons une eau certainement qui est de bonne qualité, avec des normes peut-être qui sont les nôtres, et ça interroge sur les modalités d'application de certaines normes européennes, de certaines normes françaises sur le territoire de la Guyane. Ce qui est valable pour l'eau peut être valable pour l'éducation, ça peut être valable pour la construction. Et donc je crois qu'il faudrait que nous profitions de cette mauvaise expérience pour dire au président de la République notre colère, mais aussi lui dire qu'on va lui renvoyer cet effet-là comme un boomerang,
pour qu'ils se rendent compte de ce que nous faisons au quotidien, de toutes ces questions que nous posons sans cesse lorsque nous sommes qui à l'Assemblée nationale, qui au Sénat, qui demeurent sans réponse. La situation sanitaire de la Guyane mérite que nous l'interpellions effectivement de la manière la plus forte qui soit. Selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une simple erreur d'inattention ou bien d'une méconnaissance réelle de l'actualité des dossiers de la Guyane? Alors, je pense que c'est les deux à la fois, c'est-à-dire que on est véritablement face à des techniciens qui ne savent pas du tout ce qu'est la Guyane. Et je trouve que c'est dommage parce que ce n'est pas faute d'avoir fait des rapports, ce n'est pas faute d'avoir fait des écrits. Et puis, quand l'Élysée s'excuse en disant que la note n'a pas été actualisée, moi je considère que c'est encore un gros mensonge parce que l'Élysée doit bien savoir ce qui se passe. L'Élysée doit bien savoir à quel moment les notes sont ou pas actualisées. Et donc, je me dis que là, il y a de l'incompétence, il y a de la non-connaissance du terrain. Je ne parlerai pas de mépris parce que ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais plutôt que de chercher à décortiquer les raisons pour lesquelles cette note sanitaire a été rédigée, je préférais inviter mes compatriotes guyanais à se mettre debout pour dire au président de la République cette situation qui est décrite par des gens qui travaillent autour de lui à l'Élysée nécessiterait que lui-même s'y intéresse et que, au contraire, qu'il nous donne les moyens de pouvoir avoir un cadre sanitaire qui soit digne de ce nom, qui soit digne de département français au XXIe siècle. Autre sujet, le congrès des élus de Guyane. Samedi dernier, vous avez exprimé votre mécontentement vis-à-vis de la tournure des travaux, également par rapport à la frilosité de certains élus sur la proposition de résolution du collectif pour la Guyane décollée. Aujourd'hui, pourquoi n'avez pas vous porté vous-même cette résolution, vu que ce congrès était réservé uniquement aux élus de Guyane? Au départ, il était question que ce congrès nous permette d'adopter le règlement intérieur du congrès, d'une part, et d'autre part de mettre en place la méthodologie concernant les états généraux. Ça n'était pas un congrès à portée politique, je dirais c'est plus un congrès à portée technique. Il se trouve que la veille ou l'avant-veille, je suis contacté par des membres du collectif pour la Guyane décollée qui suggèrent de porter cette résolution qui aurait été un ton fort, un marqueur, de manière à ce que la Guyane puisse dire au gouvernement « Nous sommes prêts à travailler, nous sommes prêts à ressortir les documents sur lesquels nous avons déjà réfléchi et que nous demandons, nous exigeons que le gouvernement les prenne en considération. » Et donc, lorsque le collectif a fait cette proposition, j'ai trouvé que ça aurait été un bon moyen de regrouper tout le monde, de faire cette unité que d'aucuns appellent de leur vœu, en faisant en sorte que les élus et la société civile continuent à travailler sur le schéma qui avait été défini lors de la marche du 28 mars 2017. Et je regrette effectivement que pour des raisons, j'ai envie de dire juridiques, mais qui de mon point de vue ne tiennent pas la route, parce que le Congrès, il est souverain, et lorsque les maires, les parlementaires et les conseillers territoriaux se mettent d'accord pour dire qu'ils veulent valider un document de cette nature, il n'y a personne qui aurait pu s'y opposer. Dans tous les cas, on a raté une occasion d'affirmer une volonté forte des Guyanais, mais on a aussi raté une occasion de pouvoir faire l'unité autour de cette problématique que représentent les États généraux. Toute autre chose à présent, hier soir, à l'occasion de la séance de questions au gouvernement, le sénateur Georges Patient a interpellé la ministre des Outre-mer sur la question de l'immigration. Il posait donc la question de la traduction également de l'accord de Guyane dans le projet de loi de finances, mais aussi sur le dernier rapport de la Cour des comptes qui met à mal les élus de l'Outre-mer. Regardons ensemble son intervention et vous réagirez par la suite là-dessus. Regardez. Dans une Guyane pas apaisée depuis les derniers événements de mars-avril, deux sujets très brûlants exaspèrent les Guyanais. Le premier concerne l'immigration clandestine qui continue à se poursuivre à un rythme effréné. Plus de 11 000 demandes d'asile recensées dans un pays de 250 000 habitants, autant que dans toute la France hexagonale, à tel point que certains dans le pays n'hésitent pas à parler de génocide par substitution. Le second sujet de crispation porte sur le respect des accords de Guyane, avec leur absence de visibilité dans les documents budgétaires et dans le grand plan d'investissement. Mais aujourd'hui, je voudrais surtout traiter du dernier rapport de la Cour des comptes, d'une violence inédite à l'égard des élus d'outre-mer. Dans la foulée de cette charge, le président de la Chambre régionale des Antilles Guyane, sortant de son rôle car se sentant autorisé, appelle la population à sanctionner les élus. En outre-mer, tout paraît permis. La Cour des comptes, vous l'avez dit, a mis en lumière dans son dernier rapport une situation financière des collectivités locales plus dégradée dans les départements d'outre-mer qu'en métropole. En cela, elle est dans son rôle et je ne ferai pas de commentaires sur ses conclusions. Par contre, je veux, comme vous, affirmer ici que les collectivités d'outre-mer sont confrontées
à des défis propres que le débat sur leur situation financière ne peut absolument pas occulter. Et vous avez raison d'en parler. C'est vrai pour la Guyane, où l'explosion démographique ou la taille encore des communes constituent des enjeux majeurs pour lesquels les collectivités sont insuffisamment armées. Et je le rappelle à tous, des collectivités qui sont seules à connaître ce type de défi aujourd'hui en France. Les accords de Guyane, vous en avez parlé, ont d'ailleurs traduit l'engagement et la solidarité du gouvernement en 2017 avec 89 millions d'euros supplémentaires qui ont été fléchés pour la collectivité territoriale et pour les communes qui bénéficieront pour leur part d'un surcroît de recettes liées à l'octroi de mer qui s'élèvera à terme à 27 millions d'euros. Alors, député, que pensez-vous de cet échange, sanctionner les élus locaux pour la situation financière des collectivités? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me gêne considérablement. Je trouve ça totalement ahurissant que le président puisse tenir de tels propos. Surtout que ce sont des serpents de mer qui reviennent comme ça systématiquement. On parle des élus qui ne respectent pas les normes. Je sais qu'il y a peut-être 2 ou 3 élus qui ont plus pensé à faire la fête qu'à s'occuper véritablement des besoins de la population, mais je considère que c'est à la marge. Et la ministre le dit bien, nous sommes confrontés à un certain nombre de vérités, un certain nombre de réalités que Bercy a beaucoup de mal à interpréter, que Bercy a beaucoup de mal à comprendre. À chaque fois, on va nous parler de la surrémunération des fonctionnaires, on va remettre en cause la défiscalisation, etc., mais sans se rendre compte de ce qu'il y a véritablement derrière. Et de mon point de vue, là encore, nous, dans le cadre du projet Guyane que nous allons rédiger dans les États généraux, il va falloir que l'on repositionne ce que sont les intérêts de la Guyane, ce que sont les vérités de la Guyane, pour que les fonctionnaires, que les technocrates de Bercy ne retransmettent pas ce genre d'informations aux chambres régionales des comptes qui veulent sanctionner les élus. Pour moi, ça n'a pas de sens. Le seul moyen de sanctionner les élus, c'est le pouvoir universel que détient l'électeur. Donc chacun va devoir se faire une idée de la manière dont les choses se sont passées. Mais je continuerai à dire que la Guyane est quand même l'unique département français dont la population est multipliée par 2 quasiment tous les 20 ans et qui arrive malgré tout à une relative stabilité. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accoucher d'une Guyane nouvelle. Il y a 3 parties essentielles. Il y a les Guyanais qui ont fait preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de respect. Il y a les personnes qui arrivent, dont je vais aussi demander qu'elles respectent le pays. Et puis il y a surtout l'État qui n'est pas en capacité depuis quelques années de contrôler les frontières. C'est une mission régalienne de l'État qui n'est pas accomplie correctement et qui doit assumer les responsabilités en termes d'équipement public, en termes de construction d'écoles, en termes de construction de logements, etc. etc. Ce n'est pas la peine que chacun essaie de se cacher derrière son petit doigt. C'est une responsabilité collégiale. Nous allons collectivement devoir l'assumer. On n'a pas d'autre choix. Et les États généraux, quand est-ce qu'on saura le début de ces États généraux? Alors, je suis comme vous, j'attends d'avoir le calendrier. J'espère en tout cas que ça va démarrer très rapidement parce que je dis que notre pire ennemi, c'est le temps. Je ne souhaiterais pas que les États généraux soient percutés de plein fouet par les assises auxquelles tient particulièrement la ministre des Outre-mer. Un risque d'amalgame peut-être entre Il y a un risque d'amalgame et puis un risque de ne pas trop savoir qui fait quoi et qui dit quoi. J'ai dit encore à la ministre il n'y a pas très longtemps que les Guyanais le 28 mars ont marché en position debout, qu'il n'est plus question, qu'il n'est pas question qu'on se rassied pour faire des assises. Nous savons ce que nous voulons. Nous avons clairement identifié les leviers sur lesquels il va falloir agir pour assurer un meilleur développement. Le gouvernement aussi le sait, parce que je puis vous dire que des rapports, il y en a à la tonne, il y en a en pagaille, qui décrivent une situation et qui décrivent les solutions qui vont avec. Donc je pense que, et j'espère que nous irons très très vite vers ces différentes résolutions et que dans un délai maximum de 4 mois, le projet Guyane sera rédigé pour que le gouvernement sache exactement où nous voulons conduire ce territoire. Gabriel Serville, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Dans le reste de l'actualité, ce contrôle de pirogue entre le Suriname et la Guyane, c'était sur le fleuve Maroni ce matin. Une opération conjointe entre la PAF, la douane, la gendarmerie contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Pierre Tréfou a suivi pour nous cette opération qui a lieu 3 fois par mois. Regardez son reportage. Sur le Maroni, le capitaine Pourté scrute les allées et venues des pirogues entre le Suriname et la Guyane. Oui, mais là, à la PAF, à la PAF. Ça va pas être long. Tout de suite. Ça va pas être long. À la PAF d'abord. S'ils peuvent présenter une pièce d'identité, que tout est en règle au niveau passeport ou un passeport, eh ben, ils sont libres, c'est bon. Sinon, si c'est pas bon, il y a un contrôle qui est opéré au niveau de la PAF, justement, pour vérifier les identités et vérifier leur situation, s'ils sont en situation régulière ou non. Et donc là, après, ils peuvent faire l'objet d'une retenue ou d'une reconduite à la frontière.
Ce matin, c'est une opération coordonnée entre les différents services. Gendarmerie, police de l'air et des frontières et douane ont pour mission de mettre un coup de frein au trafic des produits illicites et à l'immigration clandestine avec les pirogues provenant du Suriname. C'est une collaboration très étroite et j'ai exercé auparavant en métropole. Cette collaboration est beaucoup plus vivante vive qu'en métropole. Enfin moi, ce que j'ai pu connaître en métropole, c'est une très bonne collaboration. À seulement quelques kilomètres des côtes du Suriname, Saint-Laurent-du-Maroni, véritable porte d'entrée pour l'Amérique du Sud, la gendarmerie est confrontée à de nombreuses contraintes pour stopper le trafic. Une fois qu'ils ont franchi la frontière au niveau du fleuve, on les intercepte pour les emmener au niveau du dégrade de la police de l'air et des frontières. Et là, sur place, on a plusieurs équipes, police, gendarmerie, douane, qui procèdent au contrôle des personnes qui se trouvent dans les pirogues, des marchandises qui sont transportées. Le capitaine Pourté et ses agents vont continuer leur contrôle malgré le manque de moyens, ainsi qu'une frontière géographique très poreuse, une situation alarmante et qui n'est malheureusement pas assez suivie par les autorités françaises. 6e semaine de grève chez les contrôleurs aériens de l'aéroport Félix-Éboué. En début de semaine, une réunion a eu lieu entre les membres de l'intersyndicale et la direction régionale de l'aviation civile. Ils ont obtenu l'aménagement d'un temps de service temporaire, mais pour l'heure, aucune nouvelle de l'aviation civile de Paris, qui est le dernier à détenir le dernier mot plutôt. En attendant, la grève se poursuit. Pour rappel, les contrôleurs aériens de Cayenne souhaitent davantage de personnel, une situation qui dure depuis 7 ans. Actuellement, la tour de contrôle de Cayenne fonctionnerait avec la moitié de son effectif. Dans le reste de l'actualité, rendons-nous à Saint-Martin où les vols commerciaux ont repris la semaine dernière à l'aéroport international de Juliana. Mais le retour des touristes ne se fera pas dans l'immédiat. La quasi-totalité des établissements d'accueil ont été détruits par l'ouragan Irma. Pour les professionnels, la saison est déjà perdue d'avance. Regardez ce reportage de Jean-Marc Dabreux. La marina de Lens-Marcel, transformée en cimetière de bateaux par l'ouragan Irma. Chaque jour, des opérations sont menées pour tenter de sauver des embarcations. Nous sommes obligés de les vider pour pouvoir les lever, les poser à terre pour faire une réparation sommaire. Activité touristique primordiale, le nautisme est sinistré. Intact, ce catamaran permet à son propriétaire d'envisager une réouverture dans les prochains jours. J'ai déjà des demandes de charter, des gens qui viennent, même ils savent très bien qu'ils ne vont pas avoir le service qu'ils ont l'habitude d'avoir sur nos îles. L'hôtellerie, un secteur fortement touché. Sur 1500 chambres, 5% ont résisté. Au moins 10 mois de travaux seront nécessaires pour remettre sur pied cet établissement. Avant la saison 2018, il ne faut pas rêver, on ne sera pas ouvert à la clientèle, on ne peut pas accueillir de la clientèle internationale dans des conditions décentes. Les employés occupés au nettoyage sont au chômage partiel, rémunérés à 70% du salaire normal. Il faut planter les fleurs, il faut nettoyer, il faut faire comme ça, toujours un boulot. Toujours un boulot à faire. Mais une fois que la phase de rénovation sera lancée, l'avenir restera incertain. Si il s'avérait que je ne puisse pas travailler à temps plein, que je ferai des formations, parce qu'on a toujours besoin de formation. Comme les hôtels, les restaurants encore debout vivent grâce aux nombreux secouristes présents sur l'île. Sur les terrasses, pas encore de touristes, mais ici, on se dit prêt à les accueillir. On va recevoir les Américains, la clientèle française qui vient de métropole, ainsi que les Québécois, les Russes, et nous avions aussi les Italiens. Ça ne nous empêche pas de faire des belles assises. Exactement, au bout d'1 mois. Avec ses plages magnifiques, avec ses hôtels de luxe, Saint-Martin était une destination très prisée dans la Caraïbe. Le secteur touristique représentait la saison dernière 80% de la richesse de l'île. Alors autant dire qu'ici, tout le monde veut se retrousser les manches très rapidement afin d'éviter la catastrophe économique après la catastrophe naturelle. Un tour en Guadeloupe à présent, 1 mois après l'ouragan Irma. Depuis hier, la route qui relie Basse-Terre à Vieux-Fort est ouverte aux automobilistes. Une fin de travaux synonyme de soulagement pour les habitants de Vieux-Fort. Reportage de Nathalie Dinan, Patrick Horry et Maurice Dechter. Après plus d'1 mois, la réouverture de la route de Rivière-Sens représente un vrai soulagement pour les Vieux-Fortins et tous ceux qui empruntent cette portion de route qui relie Vieux-Fort à Basse-Terre d'un côté et à Trois-Rivières de l'autre. Il était difficile globalement. Là, il dit quand c'est hier où il a ouvert, hier matin, tout le monde était content parce que pour faire Vieux-Fort, pour passer par Trois-Rivières, c'est un galère parce que surtout côté but là, Val-Canal,
ça a mis un embouteillage énormément. Hein. Pour ça, on galère tout vraiment. Hein. Justement, les enfants à l'école ici, bon, c'est un transport commun là, il était un petit peu raide, parce que pour aller Bastet, pour faire le tour, ça a petit peu raide. Hein. Franchement, moi, Bastet, il faut passer un paquet d'essence. Hein. L'ouragan Maria n'a pas ménagé la côte. Les vents violents ont soufflé une grande partie des toits des habitations et fortement abîmé la nature. Les habitants, résilients, attendent patiemment des jours meilleurs. Bon, enfin, les vieux fortins, nous portons manœuvre, nous essayons de déblayer tout ça. Nous tirons un peu de tôle, un peu de bois, surtout bois, tenir l'eau bois aussi. Et après ça, bon, ça faut mettre la main à la pâte, hein, pas une solution. La vie continue. Et puis ça se fait petit à petit. Je fais son nid. Regardez là, la nature, ça reprend. Alors on n'est pas mort, on est vivant, on boit, on a de l'eau de temps en temps. Même dans la vie normale, il y a des problèmes. Alors à plus forte raison après Maria. Mais ça va pour l'instant, ça va. On attend les beaux jours. Il reste encore beaucoup à faire. On est plein de travail derrière. Et est-ce qu'il y a qu'à penser en considération, puisque c'est ça m'entendre, hein, que il ne faut pas classer comme zone catastrophique. Alors s'il n'est pas classé, ça veut dire qu'il est sur classé à ça. Est-ce que ça vaut la peine franchement de reconstruire les, comme on dit, habitats durables? Donc on fait des montables carrément. C'est eux même qui sont casés, oui. Alors il faut que ça unisse. C'est mieux qu'on fait ça à Nicolas. Parce qu'il était assis, oui. Il a travaillé. Mais oui. Les équipes de techniciens s'activent au quotidien à débarrasser la commune de tous les déchets verts et encombrants qui jonchent encore les rues, à raccorder les habitants à l'électricité et aux autres réseaux. L'ouverture de la route va sans nul doute leur faciliter la tâche. Mais il faut qu'on relève quand il a qu'à relever. Hein. Troisième édition du festival Canoas, c'était ce week-end dans l'ancienne gare SNCF d'Ivry-sur-Seine. Pourquoi nous vous en parlons? Eh bien parce que des artistes venus des Antilles et de la Guyane s'y sont produits, du conte, du théâtre, de la musique. Chose marquante, le discours d'ouverture de Jean-Michel Martial, le directeur du festival, un hommage aux victimes de l'ouragan Irma. Regardez ce reportage de notre correspondant à Paris, Christian Bonardel. Gare aux artistes. Ils sont toujours là pour nous rappeler les réalités de la vie. Et cette année, le 3e festival Canoas s'ouvre par une lecture collective d'un texte en hommage aux victimes des catastrophes naturelles qui ont touché la Caraïbe. Il ment. Il tente de semer la confusion. Ah, c'est d'accusations gratuites. Inutile de parler sans réfléchir. On partage les mêmes inquiétudes. On est tous dans un espace de survie parce que le comédien, il travaille aujourd'hui, puis le contrat suivant, on ne sait pas quand il va arriver. Donc on est confronté à cette même réalité-là. Avec Caboche Locher, Suzy Ronel nous livre une réflexion sur l'origine du peuplement des Antilles. Un voyage qui commence sur une plage où un vieil Amérindien échoue, perdu. Il va pourtant aider les habitants à se souvenir d'où ils viennent, de l'esclavage. C'est évoqué à travers les enfants qui vont découvrir ce vieil homme, puisqu'il arrive 5 siècles après dans l'île. Donc il arrive 5 siècles après, il rencontre des enfants à la mémoire trouée, et les enfants à la mémoire trouée, ben c'est nous. C'était là, dans notre île, le chef-capitaine des Kalinadgo de la Dominique. Elle touche la Guyane, elle touche la Trinidad, l'Haïti. On sent qu'il y a un travail de recherche sur l'histoire même, notre histoire. Le corps de la Guadeloupéenne Patricia Ganel s'enroule dans le plastique. Un message qui passe en solo sur scène, qui touche et interpelle sur notre regard sur les autres et sur celui qu'ils nous portent. Comment ce que je regarde me regarde? Qu'est-ce que je sens? Quelles sensations j'ai? C'est vraiment un spectacle qui demanderait à débrancher le cerveau et regarder par les sens, par la peau, par le ressenti. Enfin, un huis clos entre deux femmes réunies un soir de cyclone. L'occasion pour elles de s'affronter à propos d'un secret de famille bien gardé. Un cyclone, oui, c'est vrai que c'est comme un monstre qui arrive sur les humains qui s'y préparent, mais qui ne s'attendent pas forcément à cette force, cette force de la nature, face à laquelle finalement on se retrouve vraiment affaibli, tout petit, dépourvu, démuni. Canoas, 3e édition, c'est un peu de soleil, de tempête, d'amour et de détresse, mais surtout d'immense poésie venant de la Caraïbe. Avant de refermer ce journal, cette exposition photo à l'Agence régionale de la santé sur l'évolution de la pratique de la médecine en Guyane, c'est jusqu'à vendredi. Il s'agit d'un voyage dans le temps de 1950 à nos jours, la modernisation du centre hospitalier de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni, l'arrivée de la sécurité sociale et des différentes crises sanitaires, autant d'événements relatés dans cette exposition. Isabelle Battani, chargée de communication de l'ARS, explique la vocation de cette exposition. Elle était au micro de Gaël Wassim.
On est parti du constat qu'il n'y avait pas vraiment d'archives centralisées photographiques notamment sur l'exercice de la médecine. Que les médecins qui travaillaient en Guyane restaient un certain nombre d'années, prenaient des photos et repartaient en fait en métropole avec tous ces clichés. Donc on a réussi à prendre contact avec un certain nombre de médecins qui ont travaillé en Guyane, parfois dans les années 50, 60. Et ces médecins ont accepté de nous transmettre des photos. On a rassemblé une cinquantaine de clichés. On a des professionnels guyanais en fait, qui nous ont apporté leur contribution, surtout pour les témoignages. Ils ont pu justement témoigner justement de l'évolution de la médecine, des moyens qui étaient des fois rudimentaires, la grande polyvalence qu'on leur demandait à l'époque, dans les années 60. Mais on a aussi eu des apports de médecins qui ont exercé un certain nombre d'années en Guyane et qui aussi ont enrichi la collection. C'est la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. La polémique grandit autour d'une note sanitaire en prévision de la prochaine visite présidentielle. Des informations non actualisées fournies aux journalistes du cortège présidentiel. Des erreurs qui passent mal auprès de certains élus guyanais. Nous en parlions. Opération de contrôle des pirogues entre le Suriname et la Guyane. C'était ce matin sur le fleuve Maroni, une opération conjointe de la PAF, de la douane et de la gendarmerie contre le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Enfin, une histoire de santé de 1950 à nos jours. L'Agence régionale de santé propose une exposition des archives photographiques d'événements comme l'arrivée de la sécurité sociale et les différentes crises sanitaires notamment. Merci de nous avoir suivis. Prochain point d'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Suivez-nous sur Facebook Live tous les jours sur ATV Guyane. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.